Bienvenue dans cette vidéo où nous allons corriger le brevet des centres étrangers groupe 1 du 14 juin 2023. Alors démarrons directement par l'exercice 1. Il s'agit d'un QCM où nous avons à donner la bonne réponse sans justification. Alors commençons directement. Donc dans la partie A, vous avez un bloc triangle équilatéral sur Scratch et un script principal. Donc c'est ce bloc-là, triangle équilatéral, qu'on va venir mettre dans le script principal par la suite. Donc vous voyez que ça permet évidemment de tracer un triangle équilatéral. Alors, la première question, on souhaite construire le triangle équilatéral ci-dessous. Le stylo est orienté à 90 degrés au départ. Donc comme vous voyez ici, ça va commencer là, il va faire 1, 2, 3. D'accord? Alors, on va compléter ce script. Alors le bloc triangle équilatéral, on a ici, donc on voit bien que ce qu'on va répéter 3 fois, c'est justement les 3 côtés. Mais pour chaque côté, je dois avancer de 50 pas. Ok, donc je vais avancer. Et après, je dois tourner d'un angle pour venir ici. Et c'est quoi cet angle? C'est ce qu'il demande. Donc attention au piège de faire 60 degrés. 100 degrés, on peut facilement écarter, mais je vous rappelle, on a déjà vu ça dans un autre sujet. Alors, normalement, c'est par rapport au chemin que tu menais avant. Donc, quand tu vas comme ça et que tu tournes comme ça, on n'a pas tourné de 60 degrés. Non, on a tourné, c'est par rapport à ce qu'on... Alors, normalement, notre chemin était comme ça. Donc, on a tourné ça et ça, c'est 120 et non pas 60. Donc, attention. Comme cet angle, il fait 60. Donc, nous, on a tourné de 120. C'est la réponse C et non pas 60. Attention. Alors, ici, on va mettre le bloc dans le script principal et ça va donc nous permettre de répéter le triangle équilatéral 2 fois. Donc on voit bien qu'on aura 2 triangles, mais il s'agit de quel résultat? C'est ça la deuxième question. Alors comment je vais procéder? C'est ça qui va tout changer. Parce que oui, avec le script, on voit bien qu'on obtient 2 triangles et je vois bien que c'est les mêmes triangles. C'est bien, mais au niveau forme, c'est bien, mais la disposition n'est pas la même et il y a donc 2 qui sont faux. Alors quand j'ai ici le bloc triangle équilatéral, quand je finis, je vais relever le stylo et je tourne de 60. Donc par rapport à mon point de départ, tout à l'heure c'était ici et j'ai fait comme ça. Maintenant je vais tourner de 60 pour tracer le deuxième, pour reprendre la deuxième fois. Donc je vois bien que le premier, par exemple ici, là j'ai fait, le stylo a fait comme ça, 1, 2, 3. Alors normalement, il allait revenir comme ça, mais il a fait ça. Pour le deuxième, il a fait ça. Et la tournée de combien? Il a tourné de 90 et non pas 60. Ici, la même chose. Alors, je vois que ça fait 1, 2, pardon, c'est dans l'autre sens. Ça fait 1, 2, 3. Alors, quand je viens là, au lieu de faire ce chemin comme ça, je vais tourner ici. Et là, j'ai tourné normalement 120 et non pas 60. Donc, c'est faux aussi. Mais ici, je fais 1, 2, 3. Et au lieu d'aller comme ça, je vais tourner de 60 degrés. Il s'agit bien. Donc, c'est cohérent avec le script principal. Donc, il s'agit bien de la réponse C. D'accord? Donc, c'est celle-là. Troisième question. Alors, quel polygone obtient-on si on remplace dans le script par répéter 2 fois? C'est normal. Donc, si j'obtiens ça au début avec 2 fois, j'obtiens ce type cette espèce de losange. Maintenant, avec 6 fois, donc j'aurai le premier triangle comme ça, le deuxième, comme vous voyez, il est comme ça, le troisième, il va être comme ça, le quatrième à côté, l'autre ici et l'autre comme ça. D'accord? Et donc j'aurai un polygone à 6 côtés qui s'appelle un hexagone. Donc c'est loin d'être losange ou parallélogramme. Voilà, donc c'est la réponse B. Alors je vous rappelle ici que dans l'exercice où vous avez QCM, vous répondez juste avec le numéro comme ça. Donc vous faites 1 C, par exemple, 2 C et 3, vous mettez 3, on a dit C, B. C'est juste comme ça, hein, c'est suffisant. Alors, après, vous mettez partie B et vous mettez aussi 1, par exemple, la réponse, etc. Donc ici, on fait un calcul simple. Donc là, attention, il y a de la priorité, on ne fait pas 2 tiers moins 1 tiers. D'abord, c'est 1 tiers fois 7 cinquièmes. Et d'ailleurs, 2 tiers, si vous faites 2 tiers moins 1 tiers d'abord, ça va vous donner 1 tiers fois tout ça, et c'est la réponse B qui est à éliminer, parce que ça ne respecte pas la priorité. La bonne réponse, donc ça sera 2 tiers moins, alors 1 tiers fois 7 cinquièmes, ça fait
7 sur 15, tout ça divisé par, ou bien multiplié si vous voulez. Au lieu de diviser, je vais faire multiplier, mais je multiplie par l'inverse. Donc ça se voit que c'est ça qui est faux, parce que là, ils ont fait multiplier, mais ils ont gardé 4 tiers, ça sera faux. Donc 2 tiers, ça va faire 10 sur 15, moins 3 sur 15, ça va faire moins 7 sur 15, ça va faire 3 sur 15. Et donc c'est bien 3 sur 15 fois 3 quarts, c'est la réponse C. D'accord? Alors l'écriture scientifique de 302,4 fois 10 puissance 18. Donc déjà je vois que la réponse C est à écarter parce que le premier nombre il doit être entre 1 et 10, il ne doit pas être inférieur à 1. Donc c'est faux. Ici le 302,4 pour devenir 3,024, je l'ai réduit si vous voulez, je l'ai divisé par 100, donc je dois rattraper ça en multipliant par 100 et donc en multipliant par 10 puissance 2 et le 10 puissance 18 il deviendra donc 10 puissance 20. Donc c'est bien la réponse B. Voilà. Maintenant pour la question 3, on a une série statistique de 8 valeurs. On dit que si on change 16 par 18 ou bien 18 par 16, est-ce que la médiane va changer? Est-ce qu'elle va être plus petite, la même ou plus grande? Alors je vois bien que la valeur 18 c'est la plus grande ici. Donc vous savez que pour la médiane, je dois mettre les valeurs comme ça dans l'ordre croissant. Donc j'en ai 18, je vais les mettre comme ça, 2, 4, 6, 8. La médiane, ça sera les deux valeurs ici, parce que c'est pair, donc je dois prendre les deux valeurs, les additionner et diviser par 2. Alors, changer la plus grande valeur qui était 18 et changer en 16. 16 reste toujours la plus grande valeur. Est-ce que ça change la médiane? Pas du tout, ça ne change pas la médiane. Parce que ce n'est pas une moyenne, elle ne dépend pas de la valeur, mais elle dépend des positions des valeurs. Et donc, elle va rester la même, et c'est la réponse B. D'accord? Si vous n'avez pas cette capacité d'analyser, vous pouvez aussi carrément calculer la médiane dans les deux cas, avec 18 et avec 16, et vous retrouvez la même chose, bon, le même résultat. Voilà, donc c'est tout pour l'exercice 1, on passe à l'exercice 2. Alors, une famille souhaite installer dans son jardin une... je vais effacer ce que j'ai ici. Bon, c'est pas grave, c'est des valeurs, j'en aurai besoin. Une cabane. La partie inférieure, c'est modélisé par un rectangle, donc B, C, D, F, comme vous le voyez. Alors, les mesures, j'ai AB inversé. C'est toujours bien de mettre les valeurs. Donc, AB, ici, c'est 1,3. 0,5 AC. Vous pouvez même faire ça sur votre copie de l'épreuve parce que vous la garderez de toute façon. DE et ouais, c'est rectangle. J'ai du codage qui montre les angles droits que j'ai. Alors pour la partie A, 1. Alors pour que le toboggan ici soit sécurisé, il faut que l'angle DEF, ça, il faut que cet angle soit ou bien mesure 30 au degré près. Donc 30, quelque chose, jusqu'à 5, ça peut passer. 30,6, non, parce que ça, au degré près, c'est 31. Donc, ça doit être 30 jusqu'à 30,5. Et c'est ce qu'on va vérifier parce qu'il demande est-ce qu'il est sécurisé. Donc, on voit bien que dans ce triangle qui est bien rectangle, j'ai deux côtés, donc je peux utiliser la trigonométrie. Et pour l'angle voulu, j'ai l'angle adjacent et l'angle opposé. Ça me fait penser à tangente, bien évidemment. Tangente de DEF, c'est égal à DF l'opposé, donc 1,2 sur 2,04, qui est à peu près 0,588. Après, ce que je vais faire avec la calculatrice, donc l'angle DEF, ça va être simplement égal à arc. Si vous voulez montrer ça dans votre rédaction, c'est pas mal. C'est pardon, c'est pas l'arc d'un angle, on dit pas l'arc tangente d'un angle, c'est l'arc tangente de la valeur. Donc de 0,588 et cela donne à peu près 30,4 degrés qui est à peu près approximativement 30 degrés à l'unité près. Donc le toboggan est sécurisé. D'accord? C'est toujours bien sûr bien ou même obligatoire de donner la phrase réponse. Alors question 2, montrer que le rampe du toboggan EF mesure, donc on doit calculer EF. Bien évidemment, c'est soit avec la trigonométrie toujours, donc vous avez par exemple le sinus de l'angle qu'on vient de calculer, il est égal à l'opposé sur l'hypoténuse et tu peux calculer l'hypoténuse, ou par le théorème de Pythagore. Donc DEF
rectangle. D'accord, n'oubliez pas les... Donc, n'oubliez pas la condition, énoncer le théorème. Donc, d'après le théorème de Pythagore, bien sûr, vous écrivez les mots complets. On a FE, donc l'hypoténuse au carré est égal à DF carré plus DE au carré. Et donc, c'est égal à 1,2 au carré plus 2,04 au carré. Alors, cela, après calcul fait, ça donne 5,60, ou si vous voulez aller loin, vous pouvez mettre jusqu'à 4 valeurs après la virgule pour être le plus exact possible. Donc, EF, c'est la racine carrée de ça, ce qui donne à peu près 2,37. Si on prend deux chiffres après la virgule, ou bien au centième près, ça donnera ça. D'accord, parce qu'il demande cette valeur, et c'est bien ce qu'on a trouvé. C'est exactement 2,366 qui est à peu près 2,37. Alors, partie B, première question. Pour consolider l'échelle, on souhaite ajouter une poutre supplémentaire MN, comme vous voyez ici, donc MN, parce que là, on va monter des escaliers, etc., et on va faire le toboggan. On souhaite ajouter une poutre. Alors, démontrer que AC et MN sont parallèles. Pourquoi AC et MN sont parallèles? Bien évidemment, parce que vous voyez là les deux codages, c'est le plus important. AC et MN sont perpendiculaires à la même droite BC. À la même droite BC. J'écris très brièvement, je déconseille de faire comme ça. Hein. Il faut tout écrire avec des phrases le plus claires possible. Alors, à la même droite, donc, elles sont parallèles. Donc, elles sont parallèles. D'accord? Et puis, deuxième question, on positionne cette poutre MN telle que BN égale, donc BN, on l'a maintenant, c'est 0,84. Je change de couleur. 0,84 mètres. Je fais toujours attention aux unités au cas où il y a une unité différente. Je fais la conversion. Alors, calculer la longueur MN. Alors, vous voyez bien que ici, je dois utiliser le théorème de Thalès. Donc, comme j'ai l'alignement, donc vous parlez de l'alignement, n'oubliez pas les conditions. L'alignement plus les deux droites parallèles, il faut mentionner ça. Et puis dire d'après, donc puis dire le théorème. Et écrire les rapports. Donc ça sera BM sur BA égale BN sur BC égale MN sur AC. Alors je remplace tout. Bien sûr, je vais dans la ligne suivante et j'écris, je remplace. Alors BM, je l'ai pas, c'est ce que je veux. Non, je veux MN. Alors BN c'est 0,80. Donc BM je l'ai pas et tant mieux, bon je la veux pas. Sur BA qui est de 1,3 égale BN c'est 0,84, on vient de nous donner ça. Sur BC qui est égal à 1,2, c'est donné, égal encore à MN qu'on est en train de chercher, sur AC qui est de 0,5. On fait une petite règle de 3 ou produit d'égalité en croix. Et ça nous donnera MN égale à 0,84 fois 0,5 divisé par 1,2. Donc on aura, après calcul fait, MN égale à 0,35 mètres, bien sûr. Donc on passe à la partie C, première question. Alors un bac à sable est installé sous la cabane. Il s'agit d'un pavé dont les dimensions, donc là ça va parler un peu volume, longueur, largeur, hauteur, donc c'est un pavé. Calculer le volume en centimètres cubes. Alors le volume, ça sera juste largeur, longueur fois hauteur. Et donc c'est 200 fois 180 fois 20. Tout simplement, je calcule tout ça, c'est 720 000 centimètres cubes. D'accord? Alors 2
On admet que le volume du bac à sable est de 0,72 mètres cubes pour le bac, d'accord? C'est ça, c'est ce qu'on vient de calculer. Ils ont juste fait la conversion au cas où tu n'as pas trouvé pour la question 1, tu vas quand même pouvoir avancer dans les deux prochaines questions. On remplit entièrement ce bac avec un mélange de sable amassonné et de sable fin dans le ratio 3:2. Alors, faites attention ici. Alors, on va remplir, mais pas à égalité. C'est alors le sable amassonné, c'est 3, parce que le ratio 3:2, ça veut dire que la première chose va occuper 3 parts et la deuxième va occuper 2 parts. Donc, au total, j'ai 5 parts. D'accord? Alors, pour faire le calcul, je dois, alors moi j'ai le total, c'est ça, le volume total c'est 0,72 si vous voulez. Ce qu'il faut faire pour savoir la part de sable et puis la part, alors sable amassonné et sable fin. Il y a deux types. Alors on va pas diviser ça par 2, c'est pas partagé équitablement, mais c'est dans le ratio 3:2 et c'est respectif, hein, c'est dans le même ordre de la phrase. Ça veut dire que le sable amassonné, il va prendre 3 parts et 2 parts pour le sable fin. Quand je dis 3 parts, c'est 3 parmi combien? Parce que 3 parts, 2 parts, ça fait 5 parts au total. Donc c'est 3 parts parmi 5. Donc c'est 3/5 pour le sable amassonné et 2/5 pour le sable fin. Donc 3/5 de quoi et 2/5 de quoi? Eh bien du volume total, donc de 0,72. D'accord? Tout simplement. Et ça me donnera le volume à mettre en sable amassonné et en sable fin. D'accord? Donc je calcule 3/5 fois ça et ça donnera 0,432 mètres cubes. Parce que j'ai bien utilisé l'unité mètre cube. Et l'autre, alors ici, soit vous faites le total 0,72 moins ça pour avoir le sable fin, soit vous faites ce calcul que j'ai fait qui va vous donner 0,288, bien comme ils l'ont demandé ici. C'est mètre cube, attention, ce n'est pas mètre carré. Donc, comme ils l'ont demandé, c'est les valeurs que j'ai retrouvées. Alors, 3. Un magasin propose à l'achat le sable amassonné et le sable fin, vendu en sac. D'après les indications, quel est le coût total du sable nécessaire pour remplir entièrement ce bac à sable, sachant qu'on ne peut acheter que des sacs entiers. Donc, si vous avez un reste, il vous faut un sac pour ce reste, même si j'ai pas, voilà. Donc pour le sable amassonné, il se vend en sac de 35 kg avec un volume ça et le prix. Et pour l'autre, c'est ça. Alors, nous, n'oubliez pas, on veut calculer le coût total. Donc il nous faut combien de sacs pour savoir. D'accord? Donc ce qu'on va faire, nous on a besoin de sous-volume en sable amassonné. Donc on va venir diviser les 0,432 par le volume de sable amassonné, c'est 0,022. On est d'accord? Ça, c'est pour savoir combien de sacs. Donc, ça va donner à peu près 19,6. Alors, j'ai besoin de 19,6 sacs et je peux pas calculer ,6, donc acheter ,6, donc je vais acheter 20 sacs. Et les 20 sacs, je vais les multiplier par le prix qui est de 2,95. D'accord? C'est ça donc qui va me donner 59 €. Donc pour le sable amassonné, c'est ce que, alors j'en ai besoin. Pour le sable fin, c'est 0. Le total, j'ai 0,288. Je dois la diviser par le volume ici, c'est le volume d'un sac. D'accord? Et cela va me donner 18 pile. Donc il vous faut 18 sacs fois le prix d'un sac, c'est 5, bon, c'est plus cher. 5,95, ce qui me donne 107,10 €. Et donc le prix, ou bien le coût total, le coût d'achat qu'il demande, alors c'est 59 plus 107,10, ce qui me donne 166,10 €. D'accord? C'est la stratégie de calcul qu'il faut mener. Et voilà, c'est fini pour l'exercice 2. Passons à l'exercice 3. Alors pour cet exercice, Amir et Sonia ont chacun inventé un programme de calcul. Donc comme vous voyez, le programme d'Amir et le programme de Sonia, donc exercice très classique.
Alors, première question, montrer que si le nombre choisi au départ est 6, alors on obtient 2 pour Amir et 38 pour Sonia. Donc, on va vérifier pour Amir et pour Sonia. Alors, pour Amir, il va choisir un nombre, on a dit que c'est 2. Il va soustraire 5, ça lui donne moins 3. Et puis, il va doubler. Alors, prendre le double, donc moins 3 fois 2, et ça lui donne moins 6. Non, le nombre de départ, c'est 6, pardon, ce n'est pas... Alors, moi, j'ai pris 2. Alors, ils disent que le départ, c'est 6 plutôt, donc 6. 6 moins 5, ça donne 1, et puis il va prendre le double, ça lui donne 2, donc c'est bien ce qu'ils ont proposé. Pour Sonia, elle va choisir 6, elle va ajouter 3, ça lui donne 9, multiplié par le nombre choisi, donc le 9, elle va le multiplier par 6, d'accord, c'est 54, et puis elle va soustraire 16, ça lui donne bien 38 proposé dans la question. Donc c'est bien ça. Alors, Amir et Sonia souhaitent savoir, donc ils ont brièvement, ils ont mis quelques valeurs dans un tableur pour calculer ça un peu automatiquement, pour voir dans quel cas leur programme va renvoyer aux mêmes valeurs. Donc, je vois ici dans le tableau, j'ai le nombre choisi, donc j'ai moins 2, moins 1, 0 jusqu'à 4, et le programme d'Amir, voilà ce qu'il va donner pour moins 2, il va donner moins 12 pour moins 1, etc., ainsi que le programme de Sonia. Alors, aucune justification n'est attendue pour les deux questions ci-dessous. Donc, pour A, qu'est-ce qu'on va mettre? Ils disent dans B2, ici. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre pour avoir le moins 14 et puis qu'on pourra glisser par la suite jusqu'à H, jusqu'à H2. Alors, je vois bien dans les choix, d'ailleurs, je peux ne pas faire les choix, hein, parce que qu'est-ce qu'il fait Amir? Amir, il va choisir le nombre, il va soustraire 5, donc il va prendre cette valeur-là, qui est, attention, ce n'est pas moins 2, hein. Pour Excel ou pour un tableur en général, ce n'est pas moins 2, mais c'est plutôt B1. Donc le moins 2 déjà, j'enlève, parce que sinon il va me calculer ça, mais je peux pas glisser. Donc là c'est faux. Donc c'est B1 moins 5, après le tout fois 2. Alors quelle est la différence entre ça et ça? C'est qu'il n'y a pas de parenthèse ici. Et quand il n'y a pas de parenthèse par rapport à la priorité, ici c'est comme si tu fais B1 moins 5 fois 2. Ce n'est pas ça, parce que nous on fait B1 moins 5, le tout fois 2. Parce que dans le programme, je prends le double du résultat. Donc ça, déjà calculé, fois 2. Et non pas que B1 fois moins 5 fois 2. Donc c'est bien ça. D'accord? On a même justifié, mais bon. Donc c'est la première réponse, si vous voulez. Alors B, en vous aidant de la feuille de calcul, quel nombre, voilà, pour avoir des résultats égaux. Bon, ça se voit bien ici, dans les résultats que j'ai ici, moins 6. Alors là, j'ai moins 6, le même résultat, donc c'est 2. C'est 2 qu'il faut choisir pour avoir le même résultat. Après, est-ce que c'est que 2 ou d'autres? C'est ce qu'on va savoir par la suite. Parce que là, on a juste tenté avec moins 2 jusqu'à 4, mais peut-être il y en a d'autres. C'est ce qu'on va aller voir dans cette question. Alors, Sonia et Amir souhaitent vérifier s'il existe d'autres nombres permettant d'obtenir des résultats égaux avec les deux programmes. D'accord? Donc, ils veulent faire ça en général. Donc, on va travailler en général donc avec des x. Alors, ils décident d'appeler x le nombre choisi. Et maintenant, montrer que le résultat obtenu avec le programme de Sonia est. Alors, pour Sonia, qu'est-ce qu'elle va faire? On a dit qu'elle fait 4 étapes. Elle va maintenant choisir x. Elle va ajouter 3 au résultat. Elle va multiplier par le nombre choisi, donc x plus 3, elle va la multiplier par x. Je développe, ça donnera x carré plus 3x. Et puis, elle va soustraire 16. Et donc, ça va donner x carré plus 3x moins 16. Donc, c'est ce qu'ils ont demandé. Maintenant, on admet que le programme donne le même résultat si on choisit comme nombre de départ les solutions de l'équation. Bon, si vous voulez voir ou savoir d'où ça vient, tout ça, bon, c'est pas du tout demandé, mais si vous voulez, je vous montre. En fait, ce qu'ils ont fait ici, ils ont fait pour Amir. Amir, qu'est-ce qu'il a fait? Il choisit un nombre, il soustrait 5, donc lui, il va choisir x, il va soustraire 5, et il va aussi prendre le double du résultat. Alors, il va faire le double de ça. Ça va lui donner 2x moins 10. D'accord? Et pour avoir le même résultat, on doit faire en sorte que ce résultat de Sonia soit égal à celui de Amir. Donc, ça veut dire que x carré plus 3x moins 16,
ça doit être égal à 2x moins 10. Ce n'est pas du tout demandé, hein, ce que je suis en train de faire. Alors, si je mets tout à gauche, ou bien si je tout simplement je factorise tout ça, j'aurai bien ce qu'il donne ici. J'aurai bien x moins 2 fois x plus 3 égale à 0. Ça serait ça l'équation. Donc ils sont partis de l'égalité des deux résultats en fonction de x, et ils ont trouvé que c'est équivalent à ça. Donc on admet, ça c'est admis, tout ce que j'ai fait c'est admis, on veut juste maintenant résoudre cette équation. Alors c'est une équation produit nul, donc c'est soit x moins 2 est nul, soit x plus 3 est nul. Donc ça fait x égale à 2, ou bien x égale à moins 3. Alors en déduire les valeurs pour lesquelles, c'est normal. Donc les valeurs pour lesquelles ça renvoie vers le même résultat, c'est 2 et moins 3. 2, c'est déjà vérifié ici. Dans le tableur, on a trouvé que c'était 2. Et on voit que c'est pour moins 3, ça marche aussi. Donc il faut faire une phrase à la fin. Donc les valeurs pour lesquelles les deux programmes donnent ou renvoient le même résultat sont 2 et moins 3. Et voilà, c'est tout pour l'exercice 3. On passe à l'exercice 4. Des élèves organisent pour leur classe un jeu au cours duquel il est possible de gagner des lots. Alors pour cela, ils placent dans une urne 3 boules noires. Donc c'est bien de faire une petite figure comme ça. Dans une urne, ils ont 3 boules noires. On va les appeler N1, N2, N3. Pourquoi? Parce qu'elles sont numérotées 1 à 3. Donc il y a noir avec 1, noir 2, noir 3. Et 4 rouges numérotées de 1 jusqu'à 4. Donc il y a R1, R2, R3 et R4. Donc c'est ça qu'on a dans notre urne. Donc on va aller dans la partie A, question 1. On pioche au hasard. Bon, ils sont indiscernables au toucher, ça veut dire que je ne peux pas tricher quand je tire, je peux pas discerner, je peux pas les distinguer de toucher. Alors, on pioche au hasard une boule. Quelle est la probabilité de tirer une rouge? La probabilité de tirer une rouge, peu importe le numéro, c'est comme la définition de la probabilité, c'est le nombre favorable, le nombre d'issues favorables sur le nombre total. Donc, j'ai 4 issues favorables parce que j'ai 4 rouges, donc ça fait 4 parmi 7. D'accord? Alors, B, la probabilité de tirer une boule dont le numéro est un nombre pair. Alors, combien de boules? Alors, pour avoir pair, si vous voulez, je peux faire comme ça. C'est toujours 7 le total. Mais combien de boules contient le nombre pair? Il y a N2, R2, R4. Donc ça fait 3 issues parmi 7. Donc c'est très très simple. On passe à la question 2. Le jeu consiste à piocher dans l'urne une première boule, la remettre et puis piocher une seconde. Alors pour chacune des boules tirées, on note la couleur ainsi que le numéro. Pour gagner un lot, il faut tirer la boule rouge. Alors il faut une rouge numérotée 1, donc spécifiquement celle-là, avec une boule noire quelconque. Dans ce cas, tu es gagnant. Quelle est la probabilité de gagner? Donc dès que vous avez 2 tirages, parce que là on va tirer 2 fois, ça serait toujours bien de faire un tableau à double entrée. D'accord? Un tableau comme ça, à double entrée, où je vais tout mettre. Donc j'aurai toutes les possibilités dans ce tableau. Alors ici, je vais faire comme ça, et j'ai les 7. Alors ici, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est petit, je rajoute 2 lignes. Bon, je fais ça très rapidement, juste pour vous montrer. Et là, j'ai besoin aussi de 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, je vais mettre ici, bon, j'ai soit les noirs, alors noir 1, noir 2, noir 3, ou bien les rouges, R1, R2, R3 et R4. De la même façon, j'ai N1, N2, N3 et R1, R2, R3, R4. Comme ça, j'ai toutes les possibilités maintenant. Alors, le premier tirage, ça correspond à l'horizontale, le deuxième à la verticale. Ici, par exemple, ça fait le résultat N1, N1, soit N1, N2, N1, N3, etc. Alors moi, pour être gagnant, j'ai besoin de tirer ici. J'ai besoin d'avoir la rouge numérotée 1. Donc c'est ça qui est gagnant avec une noire. Donc R1 avec N1, c'est gagnant. R1, N2, c'est gagnant.
R1, N3 c'est gagnant, ou bien dans le deuxième tirage avoir le R1 avec N ou avec N. R1 non, c'est pas gagnant, il faut ça. Donc il y a combien d'issues favorables pour avoir R1 avec une noire? Il y a 6 issues. Donc probabilité de gagner si vous voulez, probabilité de gagner c'est 6 parmi combien d'issues au total? Il suffit de faire 7 issues fois 7, donc 6 sur 49, ou bien les dénombrer, les compter si vous voulez dans ce tableau. Donc dès que vous avez le tableau, ça devient très facile. Alors on passe à la partie B où nous avons un peu d'arithmétique. Donc on passe à un deuxième sujet si vous voulez, un peu différent, ou totalement différent de ce qu'on a fait dans la partie A. Alors, pour constituer des lots, on dispose de 195 figurines et 234 autocollants. Chaque lot sera composé de figurines ainsi que d'autocollants. Tous les lots sont identiques, toutes les figurines, donc question classique encore. Voilà, et on doit tout utiliser. On ne doit pas avoir de reste. Est-ce qu'on peut faire 3 lots? Bon, c'est simple, tu vas juste diviser les figurines par 3. On voit bien que ça donne 65, donc pas de virgule, donc c'est possible pour les figurines. Et pour les autocollants, je divise aussi par 3, ça me donne bien 78. Donc c'est possible pour les deux. Et je peux préciser que ouais, je peux diviser par 3 et chaque lot, parmi les 3 lots, contiendra 75 figurines et 278 autocollants. D'accord? Alors 2, décomposer 195, vous pouvez toujours vérifier à votre calculatrice. Donc je vois que puisque ça finit par 5, c'est divisible par 5, ça va donner 5 fois 39, et 39 je peux faire c'est 3 fois 13. D'accord? Donc maintenant j'ai eu que des nombres premiers, et c'est ça donc ma décomposition. Alors 3A. Alors sachant que la décomposition de 234, bon on vous la donne aussi, donc vous avez maintenant les deux. Combien de lots on peut constituer? Donc, je vois bien, ça sert à quoi la décomposition? Ben, ça sert à voir les diviseurs. Alors, les diviseurs de 195, il y a 5, 3 et 13. D'accord? En plus, bien sûr, de 1 et 193. Alors, et dans celle de 234, je vois aussi qu'il y a 2, qu'il y a 3 et 13. Alors, les diviseurs communs, c'est 3 et 13. Donc, je peux bien diviser par leur produit, si vous voulez. Et donc, je peux diviser par 39. D'accord? Donc, je peux avoir 39 lots au maximum. D'accord? Parce que je peux diviser par 39 au max. C'est 3 fois 13 parce que les deux sont communs. Ce sont des diviseurs communs. Donc, je peux diviser par les deux ou par leur produit. Et ça sera le maximum comme diviseur. Donc, je peux avoir 39 lots. Et de combien de figurines? La composition de ces 39, c'est très simple. Je n'ai qu'à faire les division. Je vais faire 195 divisé par 39, ça se voit naturellement ici, ça va me donner 5, donc 5 figurines, et je vais faire la division de 234 aussi sur 39, je vois bien ici que ça reste 2 fois 3, il reste 6, bon c'est 6 autocollants. Je vais avoir, donc au maximum, je peux avoir 39 lots, et chaque lot va être composé de 5 figurines et 6 autocollants. Vous voyez, c'est simple hein, comme exercice. C'est vrai que je suis un peu rapide. Vous allez prendre votre temps de rédiger, de bien réfléchir avant de répondre et de donner la réponse finale. Bien sûr, en se laissant un peu de temps à la fin pour la révision qui est très 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 importante et très très utile. C'est regrettable de ne pas réviser parce qu'on se rend compte à chaque fois dès qu'on finit, dès qu'on lâche ce stress à la fin. C'est là où on regarde, on fait un peu de recul, on regarde notre copie et on se rend compte plus objectivement et plus raisonnablement de nos erreurs. Et c'est le moment, bien sûr, de faire des corrections à la fin. Voilà, on en a le temps, hein, on en a le temps suffisant. Donc, passons à l'exercice 5 et dernier. Donc, c'est un exercice autour des fonctions. Alors, il y a ces deux petites parties. Alors, pour se promener le long d'un canal, deux sociétés proposent une location de bateaux électriques. Les bateaux se louent pour un nombre entier d'heures. Un nombre entier, c'est-à-dire pas de virgule, pas 2h30, pas 3h,2, mais un nombre entier.
Donc, première partie, étude de tarifs proposée par la société A. Alors, pour la société A, le prix à payer en fonction de la durée de location en heures est donné par le graphique en annexe. Alors, en annexe, on l'a ici. Ça, c'est le prix pour la société A. On voit bien que voilà, que ça évolue comme ça. On peut faire déjà des pré-lectures si vous voulez. La durée en location, ça veut dire que 2 heures. Voilà combien ça va coûter. 2 heures, ça coûte 50, 60, parce que ça évolue avec des 10, je crois. 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc c'est 2 heures, ça coûte 60 €, etc. Donc on va voir l'évolution en répondant au fur et à mesure aux questions. Répondre aux questions à l'aide du graphique, aucune justification n'est attendue, ce n'est qu'une lecture d'une fonction. Vous voyez bien que c'est une fonction, comment? C'est une fonction linéaire, parce que c'est une droite et qui passe par l'origine. Ou bien aussi, ça traduit ou ça donne une situation de proportionnalité. Donc on voit déjà que pour la société A, le tarif est proportionnel à la durée de location. Donc plus tu loues, ou bien plus tu utilises le bateau, plus tu payes, donc de la même façon. D'accord? Alors, quel prix va-t-on payer en louant un bateau pour 2 heures? Alors, 2 heures, ça coûte combien? C'est ce qu'on a fait, donc, par hasard. 2 heures, ça fait 60 € directement, sans justification. B, là, G, C et D. Alors, pour la question B, on dispose d'un budget de 100 €. Combien d'heures entières peut-on louer un bateau? Alors, 100, il suffit de venir là, avec la règle, et de faire 100, ça correspond à quoi? Je peux changer de couleur. Voilà. Voilà, je fais comme ça, et puis là, je peux descendre pour voir. Donc, je vois que c'est 3 heures, quelque chose, mais on peut pas faire 3, donc c'est 3 heures. Alors, on peut faire 3 heures avec 100 €. Bien sûr, on aura un reste. On aura un reste, mais c'est que 3 heures, plus quelques euros. Expliquer pourquoi le prix est proportionnel à la durée de location. Parce que il est défini par une droite qui passe par l'origine. Une droite passant par l'origine. Les deux mots-clés, c'est droite et origine. D'accord? Très important. En déduire à l'aide d'un calcul le prix à payer pour une durée de location de 10 heures. Parce que je vois ici que j'ai pas 10 heures. Mon graphique, il va jusqu'à 8 heures. Je peux savoir par lecture, mais 10 heures, je peux pas. Mais comme c'est proportionnel, je peux faire un petit tableau de proportionnalité, si vous voulez, ou ce que vous aimez appeler la règle de 3. Donc, par exemple, je sais que 2 heures, ça coûte 60 €. Déjà, j'ai le prix d'une heure, hein, c'est 30 heures, donc 30 €. Donc, je peux passer à l'unité. Et moi, je veux 10 heures. Alors, pour 10 heures, je fais quoi? Ben, ça fois ça sur ça. 60 fois 10 sur 2. Ou bien juste 10 fois 30. Hein. C'est très simple, c'est 300 € parce que 2 heures coûte 60, ça veut dire que 1 heure coûte 30. Je peux même la lire ici. 1 heure, ça coûte 30 €. Donc 10 heures, c'est 300 € parce que c'est proportionnel. D'accord? Je passe directement à la question 2. Étude de tarifs proposée par la société B. Alors, qu'est-ce qu'elle propose, cette société? Elle propose le tarif suivant. Donc, 60 € de frais de dossier, plus 15 par heure. Donc, vous voyez que cette société, comme ce qu'on a généralement dans la vraie vie, c'est comme un abonnement, c'est comme des frais. Donc, tu payes des frais, mais la séance ou l'heure devient moins chère. D'accord? Parce que ici, on a vu que l'heure, ça coûte 30 €. Là, c'est que 15 €, mais à condition de payer 60 € au début. D'accord? C'est comme, bon, tu deviens un abonné, donc ça devient moins cher. Alors, montrer, bon, je vais répondre ici dorénavant, montrer qu'en louant un bateau pour une durée de 2 heures, le prix sera de... Le prix pour 2 heures, ça sera quoi? Ce n'est que 2 heures fois, on a dit que c'est 15 heures l'heure pour la société B, c'est que 15 heures à l'heure, mais plus les 60 de frais de dossier. Et cela fait 30 plus 60 qui donne 90 €. C'est bien ce qu'il nous donne. B, on désigne par X le nombre d'heures de location. On appelle F la fonction qui, au nombre d'heures
de location associe le prix on aura avec le tarif proposé par la société B. Alors X, c'est le nombre d'heures, pardon. Et donc F, c'est le prix qu'on va payer. On admet que F, bon, déjà on peut le faire hein, très facilement. Fx, le prix à payer avec la société B, c'est quoi? C'est le prix de l'heure fois le nombre d'heures, et le nombre d'heures, ce n'est que X, plus le montant d'abonnement, ou bien les frais de dossier. Ben, c'est clairement ça, mais ça, on l'admet, il ne nous demande pas de le trouver. Sinon, il pourrait le faire aussi. Alors, sur le graphique en annexe, à rendre avec la copie, tracer la courbe représentative de cette fonction. Donc, on sait bien que pour celle-là, c'est une fonction affine. Donc, soit déjà, vous voyez rapidement que 60, c'est ce qu'on a appelé l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est le point où la courbe va couper l'axe des ordonnées. Donc, c'est sur ce point-là qu'elle va couper. Donc, je vais faire... Donc, c'est sur ce point 60 qu'elle va couper. Donc, j'ai déjà ce point-là. Il me faut un deuxième point. Alors, pour un deuxième point, vous pouvez toujours calculer quelque chose. Soit faire, par exemple, f de 0, ça sera 60. Donc, l'image de 0, c'est 60. Donc, j'ai rapidement ce point. 0,60. D'accord? Donc, pour 0, ça correspond à 60. Je peux faire 1 heure. C'est beaucoup mieux. Alors, f de 1, ça va faire 15 fois 1. Plus 60, c'est 75. Alors, pour 1 heure, avec le tarif B, ça fait 75. Alors, c'est 60, 75, c'est ici. C'est mieux, si vous voulez, de trouver une autre plus claire. Je peux faire x2. Je crois qu'il n'y a pas mieux, parce que 15 fois 2, c'est 30, plus 60, ça fait 90. Comme il le demande dans A, il nous aide déjà avec ça, j'ai oublié. Donc 2, ça correspond à 90, ben c'est ce point-là. Et maintenant, je n'ai qu'à relier ce point 60 avec 90. Ça me donne ça. Voilà donc pour... Alors, ça serait bien de mettre ici tarif ou bien société. La société B. D'accord? Et voilà, j'ai fait. Maintenant, je peux répondre aux questions. Tracer la courbe, donc c'est fait. C'est le prix est-il proportionnel à la durée? Ben non, pas du tout, car la courbe, car le graphique, si vous voulez, ou bien la courbe, ne passe pas par l'origine. Donc ce n'est pas proportionnel. Donc 3, comparaison des deux tarifs. Maintenant, on va les comparer. On souhaite louer un bateau pour une durée de 3 heures. Quelle société doit-on choisir pour avoir le tarif le moins cher? Donc, soit on regarde ça graphiquement, soit ici. Donc, graphiquement, on voit bien que pour 3 heures, qui est, alors, avec le bleu, le tarif de la société A, ça fait, alors, avec 3, ça fait 90 €, parce que c'est 30 € l'heure, mais avec le tarif B, c'est plus cher, c'est 100 et quelques. Ou sinon, je peux faire par calcul. Pour la société avec A, je vais payer donc 3 heures fois 30, c'est 90 €. Et pour le tarif B, c'est quoi? On a dit qu'on fait 15 € l'heure fois les 3 heures, mais il faut rajouter 60. Et ça va donner 45, donc c'est 105 €. Donc bien sûr, c'est le tarif le moins cher, c'est la société A. Donc là, j'ai répondu aux deux questions de la A. J'ai dit la société la moins chère et j'ai dit le prix qu'on va payer, ben c'est 90 €. D'accord? Alors B, pour quelle durée de location il est identique pour les deux? Donc on voit bien que le prix est identique, c'est dans le point d'intersection et c'est bien ce point-là à peu près, mais il est toujours bien de faire ça par le calcul. Ça veut dire quoi? Les deux prix identiques, ben, ça veut dire que le prix à payer avec le tarif B, c'est bien 15x plus 60. Et le prix à payer par le tarif A, c'est... qu'est-ce qu'on a dit? Alors, si je loue pour x heures, donc le nombre d'heures, si c'est égal à x,
Pour le tarif A, ça sera 30 € fois le nombre d'heures. Donc pour le tarif B, c'est 15 € fois le nombre d'heures plus 60. Et pour le tarif A, c'est 30 € fois le nombre d'heures. Donc je n'ai qu'à résoudre cette équation. Je vais faire 15x moins 30x, je mets x à gauche comme d'habitude, et 60 à droite, ça va faire moins 15x égale à moins 60. Et donc x, c'est moins 60 sur moins 15, qui donne 4. Alors, et je vois aussi graphiquement que, bon, je suis un peu décalé, mais à peu près là, ça correspond bien à 4. Donc c'est pour 4 heures. C'est très très bien de le faire par le calcul parce que c'est simple. Sinon par lecture aussi. Parce que là, ils n'ont pas précisé est-ce qu'on fait ça par lecture graphique ou non. Donc ça serait bien de faire ce calcul-là, c'est beaucoup plus, voilà, plus important. Voilà, c'est tout pour l'exercice 5 et pour tout le brevet des centres étrangers, groupe 1 du 14 juin 2023.